Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, on va parler de la graine, donc de la partie solide du noyau de la Terre. On va discuter un peu sa forme, son rayon, un problème important qui est le contraste de densité entre le noyau externe liquide et la graine solide. Et je vais vous parler aussi de la recherche, les poursuites de la fameuse phase PKJKP, qui serait, selon les sismologues, la preuve directe, la plus directe de la solidité de la graine. Alors, pour étudier ces propriétés de la graine, il y a deux phases importantes, donc je vais vous rappeler. Donc, la phase PCP, qui est la phase de compression qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, donc la CMB, et puis la phase réfléchie sur la limite noyau externe liquide, graine solide. On emploie volontiers ces deux phases, surtout à l'époque moderne, donc dans les dernières décennies, parce qu'elles nous permettent, si on calcule les temps différentiels, le temps de propagation différentiel entre ces deux phases, ou si on calcule leur amplitude, on mesure leurs amplitudes différentielles, c'est-à-dire le rapport des amplitudes, on s'affranchit d'un certain nombre de problèmes parce qu'on peut considérer qu'elles ont le même trajet à peu près dans le manteau supérieur. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais en première approximation, c'est relativement correct. Et donc, on peut s'affranchir des perturbations dues aux hétérogénéités les plus fortes dans le manteau, donc celles qui sont dans le manteau supérieur. On peut aussi s'affranchir des incertitudes sur la source, des incertitudes sur le temps origine et sur la localisation, surtout la profondeur de la source, en faisant ces mesures différentielles. Ils sont surtout donc les temps différentiels, puisqu'on va commencer par parler des temps de parcours. Ils sont sensibles surtout à la structure, donc à la topographie de la CMB, à la topographie de la graine, et aussi éventuellement à la structure du noyau externe. Les parties dans lesquelles c'est la partie qui n'est donc échantillonnée que par la phase réfléchie sur la graine. Malheureusement, il y a quelques problèmes. C'est que les coefficients de réflexion à la limite noyau-manteau et à l'interface avec la graine ne varient pas de la même manière entre l'onde réfléchie sur la CMB et celle réfléchie sur l'ICB. L'onde PCP a sa plus grande... Ici, c'est en fonction de la distance, le coefficient de réflexion. Vous voyez, ça va de 0 à 0,5. Donc, presque la moitié de l'énergie qui est observée dans les ondes PCP à vers 50 ou 60 degrés de distance angulaire est réfléchie. Donc c'est un très fort coefficient de réflexion qui est dû au fait qu'il y a un grand contraste des propriétés élastiques entre le manteau solide et le noyau liquide. Par contre, à incidence verticale, donc à 0 ici, donc c'est l'onde qui fait directement le trajet aller-retour de la source vers une station située très proche de la source, le coefficient de réflexion de PCP est très faible, alors que c'est la PKIKP, donc l'onde réfléchie sur la graine, qui, elle, a toujours un très faible coefficient de réflexion jusqu'à la distance critique, donc à la distance critique. Et là, c'est quand même aux distances les plus faibles qu'on pourrait l'observer très bien. Ensuite, on l'observe très bien aux distances supérieures à la distance post-critique, mais l'essentiel de l'énergie qui arrive dans la graine est en fait transmise dans la graine jusque vers les distances de 70 degrés. Ceci, c'est un modèle, ça a été calculé pour un modèle qui est le modèle PREM, donc le modèle de référence en symétrie sphérique que vous connaissez déjà, et c'est pour une profondeur de source de 0 km. Ça changerait un tout petit peu si on prenait une autre profondeur de source ou un autre, mais
pas tellement non plus pour un autre modèle radial. Donc c'est une bonne référence. Donc ça, ce sont les deux phases principales que nous allons regarder pendant une grande partie de ce cours. Je vous rappelle tout de même qu'il y a aussi les ondes transmises dans le noyau, donc les ondes PKP, et en particulier la P grand I K grand P, qui est celle qui traverse la graine. Le PKP a 3 branches. Une branche qui traverse la graine, une branche qui ne traverse que le noyau externe, et une branche qui traverse le noyau externe, mais qui passe plus de temps à la base du manteau, c'est la branche AB. Donc, parlons d'abord du rayon de la graine. Au départ, donc au début, dès que la graine a été découverte par Inge Lehmann en 1936, les sismologues se sont empressés d'essayer de la caractériser, en particulier de caractériser son rayon. À l'époque, ils avaient à leur disposition ces ondes PKP, qui sont les ondes PKPDF, qu'avait observé Inge Lehmann. Pour utiliser ces ondes, et donc leur temps de propagation, et en déduire le rayon de la graine, il faut déjà une très bonne connaissance de la structure moyenne du manteau, puisqu'il faut corriger ce temps de propagation, et aussi celle du noyau liquide. Et il y a quelques problèmes. Enfin, à l'époque, ça n'était pas encore très, très bien connu. Et une mesure possible à partir de ces ondes-là a été possible seulement lorsqu'on a commencé à avoir des bons modèles radio de la structure élastique qui étaient basés sur l'ensemble de temps de propagation des ondes P, des ondes du manteau, donc, et celles du noyau, les fréquences des modes propres, et aussi les contraintes données par la masse totale et le moment d'inertie de la Terre. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir une idée plus précise du rayon de la graine, mais plus tard, vraiment ce sont l'utilisation de ces ondes réfléchies sur la graine qui ont donné les mesures les plus précises, et ça a été possible à partir du moment aussi où on avait un bon modèle du manteau, et en particulier une bonne précision sur le rayon de la limite noyau-manteau. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu de ce travail-là, parce qu'il introduit un certain nombre de méthodes de mesure. Et donc, le rayon de la graine a été estimé à l'époque entre 1220 et 1230 km. Et le fait que ils ont pu observer ces ondes réfléchies, malgré leur faible coefficient de réflexion, montre aussi que la limite graine-noyau externe est une discontinuité de premier ordre, c'est-à-dire une discontinuité très abrupte. Ce n'est pas un gradient lent où on passe lentement du noyau externe à la graine, mais c'est vraiment une limite bien franche. Alors, les valeurs modernes dans les modèles de référence, PREM à 1221.5 et AK 135, je vais vous expliquer, c'est un autre modèle radial de la Terre qui donne de très bonnes prédictions des temps de propagation des ondes du noyau. Lui est plutôt 1218 km. Alors, le travail de Engdahl, la raison pour laquelle ils ont pu faire ce travail, c'est, comme je vous ai dit, le coefficient de réflexion sur la graine de la petit IKP, donc de l'onde réfléchie, est très faible. Alors pour pouvoir l'observer, il faut renforcer le signal, donc il faut faire des sommations de traces. Et à l'époque, ils avaient à leur disposition un petit réseau aux États-Unis, dans le Montana, qui a à peu près 200 km de diamètre et qui est composé d'une vingtaine de sous-réseaux. Chaque sous-réseau, vous voyez ici on a un agrandissement de ces sous-réseaux, contient au centre une station, 3 composantes longue période et 20 stations courte période. Alors là, il faut que je m'arrête parce que je ne crois pas que je vous ai expliqué la différence entre longue période et courte période. De nos jours, on mesure de préférence les ondes sismiques pour les études de Terre globale dans ce qu'on appelle des instruments large bande, c'est-à-dire qu'ils enregistrent de manière fiable sur une large bande de fréquence. En général, ce dont on a besoin, c'est à peu près de 5 Hz jusqu'à 300 secondes. En moyenne, avec une bande passante de ce type-là, on récolte l'essentiel de l'énergie. Il y a bien sûr des plus longues périodes pour les modes propres de la Terre, jusqu'à 1 heure, et aussi des plus courtes périodes qui ne se propagent pas très loin, en général, à cause de des effets d'atténuation. Mais
à l'époque où était fait ce travail, les instruments large bande n'existaient pas, ou du moins les larges bandes qui pouvaient enregistrer de manière numérique. Or, le bruit de la Terre, et malheureusement je n'ai pas apporté de figure pour le montrer, le bruit de la Terre a une structure très particulière avec un pic du bruit sismique vers 6 secondes de période. Donc entre 3 secondes et environ 12 à 15 secondes, il y a un très fort bruit de fond sismique qui provient en fait de la mer. C'est la houle, c'est les vagues qui interagissent entre elles et qui créent des pressions sur le fond marin et qui donc continuellement engendrent du bruit de fond. De nos jours, on exploite ce bruit de fond d'ailleurs très élégamment pour en déduire la structure de la croûte, mais bon, ça c'est pas le sujet de mon cours. Mais en tout cas, donc autrefois, quand on enregistrait sur des enregistrements analogiques, donc avec un crayon ou une plume, un stylet, on avait ce bruit sismique qui dominait tout et on ne pouvait pas vraiment en extraire les signaux intéressants parce qu'il fallait les numériser et c'était un processus très difficile quand on est dominé par un bruit de fond très important. Donc les sismologues ont inventé 2 types de sismomètres. Les sismomètres longue période qui avaient une bande passante au-delà donc de 10 secondes jusqu'à très longue période, qui évitaient le pic microsismique par les longues périodes, et des instruments courte période qui en général enregistraient, qui étaient centrés autour de 1 seconde et qui permettaient d'enregistrer les ondes P en particulier très bien, qui elles ont une période dominante autour de 1 seconde. Alors que les sismomètres longue période était surtout s'appliquait surtout aux études des ondes de surface et des modes propres. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent cette terminologie longue période et courte période. De nos jours, on n'a plus vraiment besoin de faire ça parce qu'on peut filtrer de manière numérique après coup. Donc on peut extraire les signaux dans les bandes de fréquences qui nous intéressent. Donc ici, c'était cette configuration, mais en sommant toutes ces traces sur toutes ces stations, surtout si on a une idée déjà du paramètre durée sismique qui correspond à la phase qu'on cherche, on peut donc renforcer le signal. Alors ici, c'est un exemple, 3 exemples. Un exemple pour une explosion nucléaire. Alors, il faut que je vous dise que le réseau LASA, il avait été installé surtout pour la surveillance des explosions nucléaires. C'était à l'époque où il y avait encore des explosions nucléaires en particulier qu'on appelait pacifiques, qui atteignaient des magnitudes équivalentes à des séismes de magnitude 6. Et donc en voilà un exemple ici, donc l'enregistrement de l'onde PCP et l'enregistrement de l'onde IKP sommés sur le réseau LASA, donc à une distance d'environ 12 degrés. Et ici, 2 exemples, un exemple à 30 degrés, donc Montana, c'est à 3000 km de la Californie, vous voyez, donc un séisme en Californie, un bel enregistrement, mais sur des traces sommées, où vous pouvez très clairement voir le départ de l'onde qui arrive et donc en mesurer son temps d'arrivée, donc son temps de propagation, si vous connaissez leur origine. Et ici, c'est un séisme en Alaska. Et alors vous voyez la différence entre ces deux-là, c'est qu'après la phase principale qui arrive ici, vous avez une autre phase avec un peu moins d'amplitude, c'est la phase de profondeur, c'est un séisme qui est un peu plus profond. Dans l'article, ils disent que c'est un séisme à 60 km de profondeur, mais en faisant le calcul, moi je n'arrive pas à 60 km de profondeur. Si l'échelle de temps est vraiment 10 secondes, j'arrive plutôt vers 40 km. Mais bon, j'ai peut-être mal fait mon calcul. Et une autre précision, les explosions nucléaires, donc, qui étaient à l'époque suffisamment encore fortes pour engendrer des ondes qu'on pouvait observer à grande distance, étaient particulièrement intéressantes parce qu'on en connaissait exactement, ou avec une grande précision, la localisation et la profondeur très superficielle. Donc ça faisait un paramètre de moins à se soucier des incertitudes. Par contre, pour tout ce qui est les séismes, il y a toujours ce problème que tous les enregistrements dépendent à la fois de la source, du temps origine de la source, de sa profondeur et de ses paramètres, et de la propagation
propagation. Donc il faut connaître l'un pour déterminer l'autre. Alors, donc eux, la façon dont ils avaient procédé pour déterminer le rayon de la graine, ils avaient pris deux modèles de référence. Un modèle de Gilbert et al. 1913 qui était accessible à l'époque, donc un modèle sphérique de référence. Ils avaient calculé les temps de propagation des PCP et des PKIKP dans ce modèle. Ils en avaient calculé le temps différentiel, c'est-à-dire la différence de temps entre ces deux ondes. Et ce qui est représenté ici, c'est la différence des différences observées et des différences calculées. Donc, d'une part, la différence entre PKIKP et PCP observée, mesurée, et cette différence calculée dans le modèle. Et donc c'est référé à ce modèle de Gilbert qui avait un rayon de 1220 km. Donc si le rayon de la graine avait 1220 km, les points de mesure, où les différences entre la mesure et les observés seraient zéro, donc tomberaient sur cette ligne-là. Mais en fait... Bon, il y a d'abord des erreurs de mesure et puis le rayon n'est pas exactement 1220 km, donc les points de mesure qui sont indiqués ici par des points suivant qu'ils ont été observés sur le réseau LASA ou sur d'autres réseaux, ils ont des symboles différents. Et vous voyez que si on regarde uniquement les traits en continu, donc qui correspondent aux rayons de la Terre modifiée par rapport au rayon du modèle de Gilbert, si le rayon était de 1225 km, on s'attendrait à un temps différentiel de moins 1 seconde. Donc si on compare les observations à la théorie, 1230 km, ça serait moins 2 secondes. Et vous voyez que les observations tombent de manière toutes entre 1220 et 1227, 28 km, peut-être 1227 km. L'autre trait, c'est un trait pointillé, c'est un autre modèle, un modèle de Jordan, je crois, à peu près la même époque, qui lui avait un rayon un peu différent. Et donc, pour lui, la différence entre les observés et les calculés tombe sur les lignes en pointillé, mais vous voyez que de manière générale, on peut effectivement dire que le rayon de la graine est de l'ordre de 1220 à 1230 km et qu'il n'y a pas un écart énorme, il n'y a pas une incertitude de plus de quelques kilomètres sur ce rayon. Donc, disons la question suivante, c'est l'ellipticité de la graine. Donc, l'ellipticité de la limite noyau-manteau, elle est assez bien connue, elle est bien connue, elle ne s'écarte pas beaucoup de ce qu'on pourrait penser dans le cas hydrostatique. Donc on fait un calcul en supposant que la Terre a une forme d'équilibre hydrostatique en rotation autour de son axe. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle l'équation de Clairaut, qui dépend de la structure en densité et de la vitesse de rotation de la Terre. On obtient une valeur qu'on peut comparer à des données sismiques, des données astronomiques. Mais en tout cas, on la connaît assez bien. L'ellipticité est de l'ordre de 2,55 10 puissance moins 3, c'est ce qui correspond à une différence entre les rayons polaires et équatoriaux de l'ordre de 10 km. Pour ce qui est de l'ellipticité de la graine, il n'y avait pas a priori de raison pour penser qu'elle devrait être hydrostatique. Et par contre, le noyau externe, lui, comme il est fluide, on fait en général l'hypothèse qu'il est en équilibre hydrostatique. Donc, pour ce qui est de l'ellipticité de la graine, il n'y avait pas, donc dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de données pk petit ikp, puisque c'était difficile à observer. Il y avait encore moins de données. Il y avait donc très peu de données de temps différentiel PKIKP moins PCP, et elles étaient toutes à relativement haute latitude à cause de la position des réseaux qui pouvaient les observer. Et donc, il y a eu une étude plus récente, donc en fin des années 90, par Souriau et Souriau,
sont des chercheurs de Toulouse, qui sont à Toulouse maintenant. Ils utilisent le réseau de Warramunga, c'est un petit réseau local en Australie ici, et qui leur a permis, en regardant ici, tous les points, ce sont les séismes qu'ils ont enregistrés, d'élargir un peu cette collection de données pour aussi échantillonner un peu des latitudes plus équatoriales. Et donc en estimer, ça leur donne la différence des observations sur les échantillons polaires et les échantillons équatoriaux leur donne accès à l'ellipticité, et aussi par là même ils peuvent avoir une idée du rayon moyen de la Terre. Donc ils utilisent les temps différentiels pk petit ikp moins pcp comme Engdahl et al. Et puis ils se mettent dans de bonnes conditions. Ils choisissent des séismes dont le diagramme de radiation, dont l'énergie radie très fortement vers le noyau, en P, pour avoir des amplitudes plus fortes. Ils prennent des distances de 20 à 45 degrés qui sont très inférieures à la distance critique pour l'observation de pk IKP à relativement courte distance, et où on observe relativement bien PCP. Et ils insistent sur le fait qu'ils utilisent un filtre qui permet de dégager cette onde de relativement courte période, autour de 1 seconde ou 1 Hertz en fréquence, et qui permet de la dégager parce que sinon elle est cachée dans la coda, donc la suite des phases du manteau, les phases qui se réfléchissent soit sur la graine, soit sur la surface de la Terre, des ondes de type S, mais qui sont très fortes et donc apparaissent aussi sur ces enregistrements. En fait, dû à l'anisotropie, on en reparlera. Donc, voilà, et puis ils font une sommation de traces, comme précédemment. Donc ici, c'est un exemple. Vous avez donc dans ce réseau australien, ils comparent une seule trace sur une seule trace. Le temps d'arrivée théorique est donné par un point pour la petite IKP. Et vous voyez que dans la trace originale, sur une seule trace, on ne voit rien. Une sommation toute simple, linéaire. Donc on fait la somme des traces de manière linéaire, on en prend la moyenne. Vous voyez apparaître déjà de l'énergie. Et puis on peut inventer des méthodes de sommation beaucoup plus sophistiquées, comme ici le semblance stack, où on module la somme par une mesure de la cohérence des temps d'arrivée à travers le réseau, ce qui permet de encore mieux nettoyer cette trace. Ici, c'était un séisme profond dans la région de la Nouvelle-Irlande, dans le sud-ouest Pacifique, et vous voyez qu'on peut voir dans cette trace sommée non seulement la phase principale réfléchie sur la graine, mais aussi la petite p PKIKP et la petite s PKIKP. Ce sont donc les ondes qui ont commencé par voyager vers le haut, se réfléchissent sur la surface et repartent comme ondes réfléchies sur la graine. Donc celle-ci, elle part d'abord vers la surface comme onde P et repart ensuite vers le noyau comme onde P aussi. Celle-ci, elle part vers la surface comme onde S et elle se convertit en onde P. Donc ça, c'est intéressant simplement du point de vue de l'observation. Et puis ça, c'est une autre observation qu'ils avaient faite, mais là on montre simplement les traces sommées et ils comparent la trace correspondant à l'onde directe P, l'onde PCP et l'onde PK petit IKP. Et dans leur article, ils notent qu'il y a peut-être ici une arrivée d'énergie qui correspondrait à peut-être une structure un peu plus complexe dans la graine, mais c'était juste une suggestion. Alors, donc je vais vous montrer leurs résultats, mais avant de vous les montrer, je vais vous donner une idée de ce qu'on peut espérer résoudre au point de vue de la topographie, aussi bien de la CMB et de l'ICB, quand on regarde les temps différentiels. Donc vous voyez que pour 1 km de topographie sur la CMB, on va s'attendre à voir de l'ordre de 0,25 secondes de temps différentiel, donc quand on compare un modèle qui a une topographie d'1 kilomètre à un modèle qui n'en a pas. Et de même pour la graine, mais ça va être
ça va être dans l'autre de signe opposé. Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est des petites valeurs, mais c'est des valeurs qu'on peut vraiment, quand on mesure de manière précise les temps d'arrivée des ondes P, qu'elles sont de bonne qualité, les ondes PKIKP aussi, on peut résoudre ce genre de petits temps de... Et donc ici, ce sont leurs résultats. Ils sont dessinés au point de rebond, donc ici c'est latitude et longitude, il n'y a pas les continents ni rien, mais on voit où sont les points de rebond de leurs mesures. Donc ils ont un certain nombre de points dans des régions un peu plus équatoriales et d'autres un peu plus polaires. Et on voit ici, c'est les données brutes qui montrent que les résidus équatoriaux sont supérieurs aux résidus polaires. Certains, en tout cas, on a l'ordre de 1 seconde ou parfois un peu plus. Mais ils ont fait en plus des corrections. Ils ont corrigé, puisque c'était à l'époque où paraissaient les premiers modèles de topographie de la limite noyau-manteau. Donc ils ont regardé ce que ça pouvait faire comme effet. Et ici, ce sont les temps de propagation corrigés. Donc les valeurs changent, mais la différence entre les valeurs polaires et les valeurs plus équatoriales n'est pas très grande. Et cette topographie, c'était la topographie du modèle de Morelli et d'Ivansky que je vous ai montré la dernière fois. Il y avait une topographie assez forte de quelques kilomètres, 4 ou 5 kilomètres. Donc la topographie de la CMB, même si on ne la connaît pas très bien, ne va pas jouer énormément sur ces résultats. Et donc après, ils avaient leurs données corrigées ou leurs données brutes, et donc ils avaient un résidu de temps de propagation différentiel entre PKIKP et PCP qu'ils essayent de modéliser en fonction de θ qui est ici la colatitude, c'est 90 degrés moins la latitude. Et donc pour l'ellipticité, c'est la forme à laquelle on s'attend. Et donc il faut déterminer les constantes A et B qui expliquent les données le mieux possible. Et ils trouvent comme ça une ellipticité de la graine de l'ordre de 2 à 5 10 puissance moins 3, donc qui est compatible avec la valeur calculée si la graine était en équilibre hydrostatique, mais mais il y a des valeurs relativement faibles possibles, et ça correspond à un rayon polaire inférieur au rayon équatorial de 1 à 5 km, donc 2 fois moins d'ellipticité que sur la CMB. Plus récemment, on a donc maintenant des réseaux régionaux plus étendus dans plus d'endroits dans le monde, mais toujours beaucoup de ces réseaux courte période sont destinés à la surveillance des explosions nucléaires. Donc ces auteurs-là, Copper et ses collègues, ont utilisé les réseaux de l'International Monitoring System, qui est donc le réseau international de surveillance des explosions nucléaires, qui doivent pouvoir déceler maintenant des explosions nucléaires de plus faible magnitude, correspondent à des séismes de magnitude inférieure à 3,5 ou 3 même, puisqu'on est dans une période où ces explosions sont censées ne pas avoir lieu, et donc quand elles ont lieu, on essaie de les cacher, en particulier on essaie de les cacher dans la sismicité, qui est très abondante au niveau de la magnitude 3 et 4. Il y a tous les jours beaucoup de séismes dans le monde, des dizaines de milliers de cette magnitude. Donc ici c'est un exemple pour un de ces réseaux qui est dans le Wyoming aux USA, mais il n'y a pas que des réseaux comme ça aux USA, il y en a aussi en Eurasie, en Australie, Warramunga, etc. Donc on regarde autour de 1 Hertz, encore une fois un exemple, ici à gauche sur PCP, donc la phase réfléchie sur la CMB, et ici la phase réfléchie sur la graine. Ça c'est une seule trace, donc déjà c'est des données déjà d'assez haute qualité, puisqu'on voit bien les traces, mais si vous les sommez soit linéairement, ici c'est encore une autre façon de sommer les traces en les pondérant par la phase observée, qui donne des résultats très bons pour mesurer tous ces temps d'arrivée. Donc eux, ils ont regardé ça dans certaines régions, pas forcément.
uniquement dans quelques réseaux. Ils n'ont pas fait une étude globale, mais je ne sais pas, j'avais peut-être déjà montré ça la dernière fois. Le fait qu'ils ont un réseau leur permet de regarder d'où vient l'énergie. Donc ici, c'est en azimut, donc autour du réseau. Ils regardent en azimut et en distance ou en valeur durée sismique. Et ils peuvent donc localiser l'arrivée de l'énergie, ici pour la PCP, ici la PKIKP, et donc ensuite mesurer très précisément leurs propriétés. Ce qu'ils ont trouvé à l'époque, c'est que la plupart des anomalies qu'ils voient dans les temps de propagation, en fait, s'expliquent bien par ce qui se passe dans le manteau, c'est-à-dire d'une part l'ellipticité dans le manteau, et la CMB, et les variations latérales de structure dans le manteau. Ils ont estimé la topographie de la CMB à moins de 3 km et ont proposé qu'elle serait maintenue par la structure dans le fond du manteau, dans cette couche des secondes très hétérogène, et non pas, comme d'autres études le proposent, d'expliquer cette topographie par la déflexion de la CMB due au poids des régions denses dans tout le manteau. Et ils disent que si on admet des ondulations de 200 km de hauteur des secondes, ça donne 2,5 km par des calculs de topographie dynamique, de topographie sur la CMB, ce qui est compatible avec les estimations. Mais c'est une suggestion, ça n'a pas été encore complètement vérifié. Et si on n'admet pas de topographie, ni sur la graine, je vais en parler, ni sur la CMB, à ce moment-là, on est obligé d'introduire, pour expliquer les données, des hétérogénéités dans le noyau externe, donc dans le noyau liquide, qui serait de l'ordre de 0,5 à 1% en vitesse P, ce qui en général peut se traduire par des variations équivalentes en densité, mais de signes opposés. Donc ça impliquerait que le noyau externe peut supporter des variations latérales de structure de l'ordre de 1% en densité. Or, les modèles dynamiques du noyau montrent que le noyau est sans doute de viscosité très faible et que toute variation latérale de densité de plus de 10 puissance moins 9 serait immédiatement homogénéisée. Donc, disons, la pensée actuelle est que des hétérogénéités dans le noyau externe de cet ordre-là ne sont pas possibles. Oups, excusez-moi. Mais on y reviendra, parce que tout ça, c'est quand même basé sur un certain nombre d'hypothèses qui ont l'air très raisonnables, mais ce sont tout de même seulement des hypothèses. Alors donc, pour ce qui est de la graine, il note d'abord qu'il observe cette onde réfléchie à incidence quasi verticale. Ça leur donne une contrainte sur l'épaisseur de la transition entre le noyau externe et la graine qui serait inférieure à 5 km. Donc une transition assez rapide, comme l'avait été déjà observé dans les travaux précédents, donc ça confirme. Et ensuite, ils n'ont pas pu observer PKIKP entre 60 et 90 degrés de distance, ce qui est en accord avec une épaisseur de l'ICB de moins de 3 km. Je vous avais montré les calculs du coefficient de réflexion de PKIKP. Il y avait effectivement un minimum vers 70 degrés de distance. C'était pour un modèle d'ICB très marqué. Donc ça a l'air d'être confirmé par les données que cette ICB est vraiment très marquée. Une transition très rapide. Ce qui est bien en accord avec l'idée que la graine est formée par un processus où le fer liquide se solidifie donc aux pressions correspondant à la limite graine noyau externe. Donc c'est une transition de phase. On pense que cette transition de phase doit avoir lieu sur une épaisseur très faible. Il conclut aussi que la topographie de l'ICP doit être faible,
non, ce n'est pas eux qui concluent ça, mais c'est une conclusion qu'on peut aussi tirer, puisque si ça correspond au point de fusion du fer, on s'attend à ce que ça se produise à pression plus ou moins constante, et donc on ne pourrait pas avoir une grande topographie. Et puis aussi le fait que la viscosité de la graine, on pense aussi qu'elle est plutôt faible, de l'ordre de 10 puissance 13 à 10 puissance 19 pascal seconde. Pour comparer, la viscosité dans le manteau supérieur est de l'ordre de 10 puissance, ou des plaques lithosphériques, c'est de l'ordre de 10 puissance 23, donc 4 ordres de magnitude plus forts. Et le fait qu'elle soit de faible viscosité entraîne que s'il y a une topographie, elle va avoir tendance à s'aplatir assez rapidement. Comme quand vous avez du miel, un pot de miel que vous mettez sur une table, vous enlevez le pot et le miel s'écoule. Donc on en est maintenant à ce modèle de terre de référence avec une confirmation des rayons de la CMB et de la graine. Et donc une transition assez rapide, ici de la graine vers le noyau externe, et aussi une transition rapide dans le noyau externe, donc avec une transition à la fois qui a une transition de composition et de propriétés mécaniques. Donc maintenant on va s'intéresser au saut de densité. Donc ici la densité est en rouge, au saut de densité à la limite de la graine. C'est une quantité importante parce que, comme on le verra plus tard, elle apporte une contrainte importante sur la dynamique et aussi l'histoire du noyau et de la graine. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est en particulier la dynamo, comment est générée la dynamo. Donc, elle est générée... On pense qu'elle était générée, soutenue par convection thermique dans le noyau externe au début quand la Terre a été formée, et la Terre voulait se débarrasser de sa chaleur, donc il y avait de la convection thermique dans le noyau externe, mais à l'époque il n'y avait sans doute pas de graines encore. L'âge de la graine est estimé en général de l'ordre de 2 milliards d'années, l'âge de la Terre étant 4,6 milliards d'années, mais il y a certains modèles qui indiqueraient qu'elle pourrait avoir un âge plus grand que 3 milliards d'années. Et avoir une contrainte sur le saut de densité à l'ICB pourrait nous donner quelques indications là-dessus, parce que donc, ce qui se passe, c'est que pendant la croissance de la graine, le fer se solidifie et par contre, expulse des éléments légers. On n'en a pas beaucoup parlé encore, on en reparlera beaucoup plus, mais le noyau est fait essentiellement de fer, à plus de 90%. Mais le noyau externe n'est pas de fer pur, il y a de l'ordre de 10% d'éléments plus légers. Ça pourrait être du soufre, du carbone, de l'oxygène, du silicium. Et donc, ces éléments légers sont expulsés au moment de la solidification du fer et donc vont dans le noyau externe. Et comme ils sont plus légers, ils vont avoir tendance à monter, donc ils vont renforcer la convection, cette fois-ci une convection de nature chimique. Et on peut penser que si le saut donc le saut de densité à la limite de la graine est un peu plus grand, on peut avoir une dynamo qui serait maintenue avec une vitesse de croissance de la graine plus lente. Et parce qu'il y a justement ce problème de savoir à quelle vitesse croît la graine, et on ne peut pas la faire croître trop vite parce que, il y a des limites du point de vue dynamique et même observationnel. Mais mais pour la faire croître plus lentement et donc reculer le moment où a commencé à se solidifier la graine, il nous faut trouver les moyens de le faire, et donc un saut plus grand, et je vais vous indiquer un peu plus ce que ça veut dire, le permettrait. La densité de la graine aussi, si on a le saut de densité entre le noyau externe et la graine, et qu'on connaît bien les deux, et en particulier le saut de densité, ça peut nous renseigner aussi sur la composition
plus précisément sur la composition de la graine, qui elle-même est de fer plus pur, mais contient encore un tout petit peu d'éléments légers, peut-être de l'ordre de 2 à 3%. Donc, comment aborder le saut de densité à l'ICB? Il y a deux types de données sismologiques qui sont sensibles à la contraste de densité et qui ont été étudiées. D'une part, les fréquences des modes propres qui sont sensibles au noyau, nous en avons parlé déjà un peu, j'en reparlerai. Et puis aussi les amplitudes, cette fois-ci, pas les temps de propagation, mais les amplitudes différentielles, donc le rapport des amplitudes entre les phases réfléchies sur la graine et sur le noyau, enfin sur la CMB observée à courte distance. Donc les premières observations qui ont été faites dans les années 70 jusqu'aux années 80, en fait, donnaient des valeurs qui n'étaient pas très compatibles entre les deux types de mesures. Les modes propres qui, en fait, sont jusqu'à présent utilisés dans le modèle PREM donnaient... alors les unités sont fausses ici, c'est des grammes par centimètre cube, donc ça devrait être des mégagrammes par mètre cube, excusez-moi. Donc c'est un saut de densité de l'ordre de 0,6 grammes par centimètre cube. On utilise malheureusement encore pas toujours les données du système international en sismologie. Et pour les ondes de volume, par les ondes de volume, on trouvait un contraste beaucoup plus fort, 3 fois plus. Donc là, cette différence-là est très significative au point de vue de tout ce qui nous intéresse de savoir à partir du contraste de la graine. Donc il fallait trouver pourquoi c'était si différent. Donc ici, par les modes propres, donc PREM, à cette valeur, là c'est correct, 0,6 grammes par centimètre cube, et la vitesse du modèle PREM dans la graine, qui est la vitesse des ondes S. Oui, je n'ai pas dit ce que c'était, c'est la vitesse des ondes S, je n'ai pas marqué, excusez-moi, c'est 3,5 km par seconde dans le modèle PREM. Donc ça passe de 0 à 3,5 km par seconde et c'est à peu près constant dans la graine, dans ce modèle. Et par le rapport d'amplitude, on avait donc il y a eu de nouvelles mesures en 89 par Surieux qui ont confirmé une grande valeur. Et ensuite, Shearer et Masters ont repris ça en 90 et ont trouvé une plus faible valeur. Alors c'est assez intéressant comment ils ont fait, mais je voulais simplement quand même vous montrer l'évolution de ces quantités. Une évaluation plus récente des données de modes propres ont augmenté la valeur obtenue par les modes propres de l'ordre de 0,8 à 0,85 grammes par centimètre cube. Et les nouvelles méthodes de rapport d'amplitude auxquelles nous avons participé, enfin j'ai participé moi-même, ont permis de descendre les valeurs à 0,85. Donc à l'heure actuelle, il reste encore, on débat encore ces valeurs, mais il y a au moins des études qui montrent qu'on peut remettre en accord les mesures de modes propres et les mesures d'onde de volume, et qu'on obtient une valeur qui est un peu supérieure à celle de PREM, quand même de 25%. Alors, là, ici, les rapports d'amplitude. Jusqu'à présent, on regardait les temps de propagation. Maintenant, c'est des rapports d'amplitude. Alors, de quoi ils dépendent? Ils vont dépendre principalement des facteurs suivants, les coefficients de réflexion, bien sûr, les coefficients de réflexion à la CMB et à l'ICB, et aussi le facteur de qualité, je vais vous dire, c'est donc l'atténuation dans le noyau externe, et puis les facteurs tels la dispersion géométrique, comme je vous avais dit, je crois, dans le premier cours, quand les ondes se propagent sur la sphère, dans une certaine direction, l'énergie va diminuer de plus en plus, puisqu'on partage l'énergie sur un angle solide de plus en plus grand. On ne fait pas attention à ce qui se passe dans le manteau, donc la structure manteau, on suppose qu'elle est suffisamment bien connue pour ne pas avoir des effets. En pratique, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Alors, de ces quantités-là, c'est le coefficient de réflexion à la CMB qui est le mieux connu. Le facteur de qualité dans le noyau externe, on suppose qu'il est infini pour les ondes P.
ce qui est en relativement bon accord avec les mesures de mode propre. Et soit on peut aussi supposer qu'il est de l'ordre de 100 000, et ça sera aussi bien. Mais je voulais quand même vous rappeler ce que c'est que le facteur de qualité. Donc, c'est une quantité qu'on utilise beaucoup en sismologie. Si vous avez une onde, un oscillateur amorti de certaines fréquences oméga 0, l'onde va s'atténuer au cours du temps et la forme de l'atténuation, elle va s'atténuer de manière exponentielle. Et cette forme-là permet de définir le facteur de qualité Q qui est relié à ce qu'on appelle le temps de relaxation. C'est le temps au bout duquel l'amplitude décroît à une valeur égale à 1 sur E, c'est-à-dire environ un tiers. Et donc, cette définition permet donc de définir le facteur de qualité. Et donc, l'atténuation est à l'inverse du facteur de qualité. Plus le facteur de qualité est fort, et moins il y a d'atténuation. Et donc, dans le noyau externe, on pense, on est plutôt certain que le facteur de qualité est très fort, et à partir du moment où il est très fort, on n'a pas vraiment besoin de s'en préoccuper, puisque le temps de relaxation va être très long. Donc il y avait le coefficient de réflexion, le facteur de qualité sur la CMB, le facteur de qualité dans le noyau externe, et il reste donc le coefficient de réflexion à l'ICB, qui lui dépend des facteurs suivants. Il va dépendre de plusieurs facteurs, les sauts de vitesse à la CMB et à l'ICB, et le saut de densité à la CMB et à l'ICB. Bon, certains indirectement, ça dépend indirectement et certains plus directement. Le saut en vitesse P, il est bien connu. Le saut de vitesse P à l'ICB, c'est surtout à l'ICB. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis CMB ici, mais il faudrait que je me rappelle. Et le saut des vitesses P, il est assez bien connu. Et par contre, le saut en vitesse S, enlever CMB ici, je ne sais pas ce que ça fait là, à l'ICB est, lui, connu moins bien. Donc, on va supposer dans ces études qu'on connaît le saut en vitesse P. Bon, on va faire des tests pour voir si ça change quelque chose si on change de modèle, mais en général, c'est quand même bien connu. Et puis, on va regarder comment varie le saut de vitesse en densité en fonction du saut de vitesse en vitesse S. Alors, je vous rappelle encore une fois, cette fois-ci, donc, le coefficient de réflexion qui nous intéresse le plus, enfin, les deux nous intéressent, mais il y a ce problème qu'il n'y a pas, que l'onde PCP et l'onde PKIKP ne sont pas bien observées dans le même domaine de distance épicentrale. Donc, si on veut calculer le rapport d'amplitude sur un seul enregistrement, ça n'est pas facile. Donc, ce qu'ont fait Shearer et Masters, à l'époque, donc, il y avait toujours, donc à 90, il y avait toujours cette différence entre des valeurs très fortes par les ondes de volume et des valeurs beaucoup plus faibles du saut de densité par les modes propres. Ils ont pris toutes les données qu'ils ont pu trouver dans les bases de données globales sur 5 ans et ils ont cherché les sismogrammes de bonne qualité, donc des sismogrammes où la qualité, où le rapport signal sur bruit était bon, pour à la fois PKIK, pour en particulier la PCP. Et ils ont trouvé qu'ils ont seulement 2 observations parmi 900 qu'ils appellent probables, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas complètement sûrs, de la PK petit IKP dans ce domaine de distance épicentrale. Donc ils ont dit, mais on observe très rarement, et en général on ne l'observe pas. Donc, si on l'observe, ça nous donne une limite maximum sur le rapport d'amplitude entre PK petit IKP et PCP. Et parce qu'on est sûr que on va pas ce rapport d'amplitude est plus faible que ce maximum. Et donc, ils ont fait ces estimations sur 100 paires sur station, donc sur 100 enregistrements.
et ont obtenu donc une borne maximale de 1 g par centimètre cube et qui correspondrait à un saut en vitesse S. Vitesse S, on l'appelle souvent bêta, donc à l'ICB de 2,5 km par seconde. Alors, à comparer à la valeur de Prem de 3,5, nous y reviendrons. Et les deux observations qu'ils ont faites, c'est 2 observations à 40 degrés de distance. Je vous les montre ici. Donc ici, c'est l'enregistrement complet avec l'onde PCP qui sort pas mal du bruit ici dans ce qu'on appelle la coda de l'onde P. L'onde P est ici. Et donc, par contre, quand on zoome donc sur quelques 50 ou 60 secondes autour de l'onde PCP et autour du temps théorique d'arrivée de la PKIKP qui est par ici, on voit un petit peu une amplitude un peu plus grande par rapport à l'amplitude de fond qui est peut-être l'observation de PKIKP. Ça, c'est un séisme. Oui, et là, ils ont donc mesuré l'amplitude, le rapport d'amplitude des deux, de l'ordre de 0,14. Les échelles ne sont pas les mêmes sur les deux. Ici, il y a des amplitudes de plus ou moins 50 unités à spécifier. Et puis ici, c'est moins 10 à 10. Donc on a bien un rapport de au moins 1/5 sur ces deux amplitudes, sur ces deux, un peu moins en fait. Ici, c'est un autre séisme où ils ont observé, ils pensent avoir bien observé PKIKP, ils ont obtenu un rapport de 0,06. Et enfin, ça c'est un exemple où ils ont une belle PCP, mais par contre rien du tout dans la PK petit IKP. Donc c'est pour et donc ils ont estimé que le rapport des amplitudes était inférieur à 0,05 basé sur l'amplitude ici du bruit dans l'intervalle de temps qui correspondrait à là où on s'entendrait avoir PK petit IKP. Donc voilà, donc surtout cette étude montre ici, donc il montre toutes les données. Donc les leurs, ce sont ces deux données-là à 40 degrés de distance, et ça c'est le rapport des amplitudes. Et puis toutes les données qui avaient été faites dans la littérature jusqu'à ce jour-là. Et ces courbes-là montrent à quel saut de densité à l'ICB correspondrait durant ces valeurs. Donc là, ils ont fixé le saut en alpha, c'est-à-dire en vitesse des ondes P à l'ICB à 0,67 km par seconde, c'est le modèle Prem. Et tout le reste est fixé au Prem, sauf donc le saut de densité. Et ils ont supposé que le coefficient de qualité était infini dans le noyau externe. Et donc, vous voyez que en se basant sur les données observées, on pourrait dire, suivant cette hypothèse, que le saut de densité est très élevé. Mais si on regarde tous les cas où PKIKP n'est pas observé, donc on a tous ces points-là correspondent à des estimations donc du niveau du bruit, donc qui serait une estimation maximale du saut de densité, et qu'on compare avec différentes courbes. Alors, ici, ils ont fait varier le delta ρ, donc ici c'est celui de Prem, le delta ρ de 1 qui est de 0,6, pour 1,2 c'est la courbe suivante, 1,8 la courbe suivante. Par contre, s'ils fixent delta ρ et font varier delta bêta, donc la vitesse des ondes S, vous voyez ici c'est un saut sans variation, sans saut de vitesse, 0, et puis jusqu'à 3. Donc cette courbe donne une idée une estimation des limites possibles pour les sauts en densité et les sauts en vitesse. Et vous voyez que suivant que vous observez à des distances courtes ou à des distances un peu plus élevées, vous avez plus de contraintes sur le saut de densité en distance courte ou plus de contraintes sur le saut en vitesse. Donc c'est important d'avoir les deux, de pouvoir mesurer, observer ces ondes et mesurer leur rapport d'amplitude dans tout l'ensemble de ces distances épicentrales. Mais comme il y a un minimum autour de 70 degrés, c'est pourquoi le minimum dans le PKIKP, c'est pourquoi ils ont coupé ici.
alors à 76 degrés très précisément dans le modèle PREM. Donc par les modes propres, dans ce même article, ils ont souligné qu'ils ont recalculé le contraste de densité qui pourrait coller avec les fréquences propres des modes sensibles au noyau. Et ils n'arrivent pas à le faire plus grand que de l'ordre de 0,6 grammes par centimètre cube, 0,506, qui est la valeur du modèle PREM. Alors, là, je voudrais faire un petit peu... Je prépare aussi un peu les cours suivants je voudrais faire une petite parenthèse qui va servir à ceci également, mais qui servira aussi plus tard quand je parlerai plus des modes propres. Comment est-ce qu'on utilise les fréquences centrales des modes propres de la Terre pour estimer ce genre de paramètres? Je vais vous faire un petit guide rapide. On part d'un modèle élastique de référence, donc un modèle qui donne en fonction du rayon la vitesse des ondes P, la vitesse des ondes S et la densité. On y associe en général aussi un facteur de qualité, parce que la Terre n'est pas complètement élastique. Dans ce modèle, on sait calculer les modes propres, et donc on calcule ces modes propres, on calcule leur fonction spatiale, où ils ont leur nœud et leur ventre sur la Terre, et aussi leur fréquence propre, donc les modes indicés par K, et donc la fréquence théorique du mode K sera oméga kc dans ce modèle. On sait le faire, on a des programmes d'intégration performants pour faire ça. Et on va les comparer avec les fréquences mesurées qui sont oméga observées. Voilà. Et donc, on veut ajuster le modèle. Donc, si le modèle était parfait, ces deux suites de nombres seraient identiques, mais comme le modèle n'est pas parfait, on va chercher à ajuster le modèle en déterminant des perturbations au modèle de départ, le modèle de référence qu'on suppose déjà être relativement bon, parce que c'est un problème très non linéaire. Donc là, on va faire des perturbations linéaires, donc il faut déjà être pas trop loin du bon modèle. Mais on va donc rechercher ces perturbations qui permettent d'expliquer ces différences de fréquences. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle la théorie des perturbations, qui relie ces deux quantités par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des noyaux de sensibilité. Donc, là, ça c'est l'expression qu'on obtient. La perturbation relative en fréquence, avec son erreur, et l'intégrale sur toute la Terre, donc du centre de la Terre à la surface, de certaines quantités où vous voyez apparaître la somme des perturbations en P, S et ρ, donc dans les paramètres élastiques, modulées par ces noyaux de sensibilité, qui sont ici les noyaux volumétriques. C'est donc, chaque mode est sensible de manière différente, je vais vous le montrer tout à l'heure, je l'avais déjà montré, à chacun de ces paramètres. Et donc, on a une intégrale de ces paramètres élastiques, les perturbations des paramètres élastiques pondérées par ces noyaux. Et puis ensuite, il faut aussi rajouter le fait que les modes sont aussi sensibles aux topographies des discontinuités, donc on fait la somme sur toutes les discontinuités, donc la topographie à la surface de la Terre, la topographie à la CMB, la topographie à l'ICB et tout le reste, la topographie des discontinuités dans le manteau. Cette topographie, on va les dénoter par delta H, multipliée par des noyaux qui sont donc noyaux de sensibilité donc aux discontinuités. Et donc, on est amené à résoudre un problème inverse. On va discrétiser ceci, qui sera du type des données, qui sont les delta oméga k ici, un vecteur de données, égale un vecteur d'inconnus, qui sont toutes ces quantités de perturbations du modèle. On va discrétiser un certain nombre de rayons, on va remplacer l'intégrale par une somme, etc., multiplié par une matrice qui contiendra donc ces noyaux volumétriques et les noyaux de discontinuité. Donc on doit résoudre un système de ce type-là. Le vecteur des données, il sera de dimension grand N, qui est le nombre de données qu'on a, et par contre, le nombre de paramètres du modèle va être M, et donc la matrice qui relie les deux va être une matrice qui ne sera pas une matrice carrée, c'est une matrice donc de dimension N sur M,
Et en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ceci, c'est de trouver x. Donc ça, c'est un problème qu'on rencontre très généralement en géophysique. C'est un problème d'inversion qu'on résout, on peut résoudre par différentes manières, mais la manière la plus classique, c'est de d'abord passer à un système d'équations où on fait apparaître une matrice carrée, donc, et on résout ce système par ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, où on va maintenant pouvoir inverser cette matrice, sauf que dans la pratique, cette matrice, elle n'est pas forcément inversible. En général, ces matrices sont singulières parce qu'on n'a pas assez... enfin, le problème n'est pas bien conditionné, et donc on va l'inverser de manière qu'on appelle généralisée, en introduisant par exemple, ça c'est la façon standard mais qui n'est pas forcément la meilleure, si on rajoute un terme à la diagonale de cette matrice, donc si on rajoute un terme θ multiplié par la matrice identité qui est la matrice qui a des 1 sur la diagonale, si θ est suffisamment fort, on va s'assurer que cette matrice admet une inverse, et donc on inverse, on appelle ça l'inverse généralisée. Mais vous voyez que c'est un problème difficile, parce qu'en particulier le choix de ce facteur θ, en général, est un peu, n'est pas très rigoureux, et donc on va obtenir une solution qui n'est pas forcément une solution très, très précise. Mais je voulais vous montrer ça parce que, comme on parle beaucoup d'inversion, et surtout on va parler des modes propres, mais ceci s'applique aussi à n'importe quel autre problème, comme inverser les temps d'arrivée, c'est la même façon, la même chose, on compare des temps observés à des temps calculés, on les relie à des perturbations du modèle au travers d'une matrice A, et on a un problème inverse à résoudre. Et c'est comme ça qu'on travaille en géophysique et en particulier en sismologie pour tout ce qui est de détermination de la structure. Ici, je vous avais, je crois, déjà montré, c'est des exemples de noyaux de sensibilité de deux modes, ces deux modes sphéroïdaux, la notation S. Ici, un mode du manteau. Pourquoi il est appelé mode du manteau? Parce qu'en fait, il n'a pas de sensibilité plus profond que la CMB. Donc il est très sensible à la vitesse des S dans le manteau, un peu à la densité et assez peu à la vitesse des ondes P, et n'a pratiquement pas de sensibilité dans le noyau. Par contre, le mode 6S3, on l'appelle mode du noyau, parce qu'on voit qu'il est très sensible à la vitesse des ondes S, même dans la graine. Bon, ici c'est 0 dans le noyau externe, puisqu'il n'y a pas de rigidité, moins dans ce modèle, mais il est aussi sensible à la vitesse des ondes P dans le noyau et aussi dans le manteau. Donc c'est ces courbes de sensibilité qu'on sait calculer quand on sait calculer les modes propres d'un modèle qui interviennent dans ces problèmes d'inversion. Et vous voyez qu'on a une richesse parce qu'on a de nombreux modes de ce type, des modes du manteau, des modes du noyau, et donc quand on fait l'ensemble, on peut contraindre assez bien les structures, aussi bien dans le manteau que dans le noyau. Alors ici, je voulais vous montrer la nomenclature. Vous voyez ici, c'est surtout en densité. Le noyau de densité passe par 0 une fois, et ensuite revient ici. Et l'autre noyau ici aussi, c'est une propriété des modes, du premier harmonique des modes. C'est pour ça qu'on a un 1 ici. Ce nombre-là, cet indice-là, compte le nombre de passages à zéro des noyaux de sensibilité. Et celui-ci, normalement, il devrait avoir 6 passages à zéro. Vous pouvez les compter. Alors, à partir de ça, je voulais vous parler de la façon récente qui a été mise en place par Masters et Gobbins pour essayer de voir comment on peut résoudre la densité dans toute la Terre et en particulier dans la graine et le saut de densité dans la graine. Ils ont utilisé une méthode qui avait été développée il y a très longtemps par Bagus et Gilbert. Ils construisent à partir des données donc de fréquences propres des modes, et donc les différences entre les données et les observées qui sont delta oméga k, différences relatives delta oméga k sur oméga k, ils construisent des combinaisons linéaires de toutes ces fréquences propres, ils les somment, et donc ils vont avoir ici, ils vont aussi sommer ces quantités-là,
et obtenir des noyaux de sensibilité sommés. Le K, ce sera la somme sur tous les modes des noyaux individuels pondérés par le même paramètre à K qu'ici, de même pour M, et de même pour R, et de même pour le noyau des discontinuités. Et donc, ils vont se débrouiller pour trouver des combinaisons linéaires de ces modes qui permettent de renforcer un noyau, par exemple celui qui nous intéresse, R, disons, celui de la densité, et rendre le plus petit possible ces deux autres noyaux. Ça n'est pas possible sans payer un prix. On peut rendre ces noyaux très, très pointus dans un paramètre et sur une partie, donc sur un intervalle de profondeur, mais on va commettre une erreur quand on fait ceci, et donc il y a un trade-off entre les erreurs admises sur la connaissance, par exemple, de la densité et en particulier la largeur du noyau. Et donc ici, il montre quelle est la largeur sur laquelle il faut calculer le noyau pour la densité et quelle est la résolution correspondante. Si on veut résoudre la densité à mieux que 0,5%, on voit qu'il faut, dans le noyau, dans la graine, il faut une largeur de noyau de l'ordre de 250 km. Ça devient encore pire près du centre de la Terre. Par contre, dans le manteau, on a un peu plus de résolution. Mais si on admet que 1% c'est suffisant ou 5% c'est suffisant, on peut avoir une meilleure précision sur une plus petite intervalle de profondeur. Et donc voilà, donc ça c'est les noyaux de résolution qu'ils ont obtenus. Donc ici, il y a différents niveaux d'erreurs admissibles. Ici c'est le plus difficile, donc on veut connaître la densité à moins de 0,5% près, et donc construisent un noyau. Le noyau le plus grand ici, c'est le noyau en densité. Vous voyez qu'il a à peu près 200 km d'épaisseur, mais vous avez encore un noyau assez important en P et en S. Par contre, s'il vous suffit d'avoir la précision à 1%, vous obtenez un noyau très fort en densité et les autres sont tout petits. Et bien sûr, si vous admettez une erreur de 2%, là, vous pouvez faire encore mieux, avoir encore un noyau plus pur, donc, mais toujours moyenné sur 200 km de profondeur. Et donc là, quand ils ont fait ça, donc là, on est du côté graine du noyau, vous voyez qu'ils arrivent à estimer la densité moyenne dans cette partie du noyau, donc les 200 km juste en dessous de la limite graine noyau externe. Ils obtiennent une valeur de 13 grammes par centimètre cube. Par contre, s'ils veulent une précision un peu meilleure, avec un peu de contamination, ils obtiennent 12,9. Ces valeurs sont un peu plus élevées que dans les modèles moyens de référence, comme PREM, qui est de 12,83. Et ici, ils ont fait la même chose maintenant de l'autre côté de la graine, donc sur le côté externe. Et c'est pareil, disons, si on prend une erreur de 1%, ils obtiennent une valeur moyenne de 11,8 grammes par centimètre cube du côté externe. Et donc, en faisant la différence entre ce qu'ils ont juste au-dessus de la graine et juste en dessous de la limite ICB, ils obtiennent le saut de densité qu'ils trouvent égal à 0,82 plus ou moins 0,18 grammes par centimètre cube. Ils ont ajusté leur valeur parce que comme ils ont des noyaux qui sont étendus de 200 km, il faut ajuster les valeurs à la valeur exactement à l'ICB en tenant compte de la compression, du fait que la pression varie avec la profondeur entre 200 km et l'ICB et entre l'ICB et 200 km au-dessous. Et ou 250 en fait. Bon. Donc ça c'est le saut qu'ils obtiennent. Alors après on peut faire des hypothèses. Quelle est la part de ce saut c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir, mais on peut faire la part de ce qui provient
qui est due à la solidification du fer lui-même, et la part qui est due au fait que la composition change entre un fer plus pur dans la graine et un fer un peu plus pollué par des éléments légers dans le noyau externe. Et voilà. Donc, donc cette valeur de 0,8 ou un peu plus de 0,8 grammes par centimètre cube est la dernière valeur qu'on a à partir des modes. Et elle était quand même toujours un peu plus faible que celle obtenue par les ondes de volume. Nous avons repris ces mesures donc avec un de mes étudiants, Amin Sao, et on a considéré 10 ans de données, on a filtré dans cette bande de période qui est propice à l'observation de Pk petit IKP. Et encore une fois, sur 4500 sismogrammes observés, nous en avons trouvé que 79 où on observait vraiment bien l'onde PKIKP. Et ils ont été classés en différentes catégories, qualité, meilleure qualité, seulement 5, qualité un peu moins bonne. Et la qualité B, c'est 59 enregistrements où on n'a pas pu observer PKIKP. Les séismes sont des séismes profonds. Je vous parlerai un peu, ça c'est une étude un peu plus récente, mais j'en en parlerai un tout petit peu à la fin. Donc ça c'est nos meilleures données. Donc ce qui est montré ici, donc c'est les enregistrements de la petite P, de l'onde réfléchie sur la graine, de l'onde PCP. Pour les 5 meilleurs enregistrements, ici ce sont les des diagrammes de radiation correspondants donc à la source qui montrent où l'énergie comment l'énergie est radiée à partir de la source. Ils ont été choisis pour que l'énergie soit bien radiée dans la direction des ondes qu'on étudiait, donc ces ondes réfléchies. Notez qu'il y a une explosion nucléaire dans ces 5 observations. Et donc là, c'est simplement les sauts de densité des modèles, les différents modèles existants. Donc le PREM, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de AK135. Il y a encore 2 autres modèles globaux de référence. Il y a 91 qui est souvent utilisé aussi. Et un PREM 2, c'est un PREM modifié légèrement par rapport au PREM de référence, où on a changé le gradient de part et d'autre de l'ICB. On pense que le PREM a un gradient un peu trop fort dans ces parties-là. Mais je montre ces cours pour montrer que les modèles ne diffèrent très très peu à la CMB et diffèrent un peu plus à l'ICB. Et ça se reflète dans ces valeurs de saut des vitesses des ondes P, des vitesses d'ondes S et des densités assez différentes aux discontinuités de l'ICB et de la CMB. Vous voyez que les valeurs, par exemple pour les vitesses des ondes P, qui on pense être bien connues, mais il y a quand même des variations entre 0,7 et 0,8, disons, kilomètres par seconde. Et pour bêta, c'est toujours autour de 3,5 dans ces modèles, parce que c'est toujours déterminé à partir des modes propres, donc en fait c'est PREM qui domine, et les sauts de densité ne sont pas très différents, au moins dans ces modèles. Mais je montre cette figure pour montrer qu'il y a quand même des différences en alpha, donc en vitesse des ondes P, donc il faut prendre ça en compte. Bon, ça c'est la distribution des trajets, des meilleurs trajets, donc les 5 trajets les meilleurs sont montrés en rouge. Quel est l'échantillonnage global? C'est pour montrer l'échantillonnage global qui n'est pas parfait, parce qu'en fait pour observer des ondes à des distances inférieures à disons 70 degrés, on doit se trouver pas trop loin des sources, et la plupart des sources sont quand même, surtout pour les séismes profonds, sont dans les zones de subduction, donc on ne peut pas s'en éloigner énormément. Alors donc ça c'est une courbe similaire à celle de Schirer et Masters, où on montre en fonction de la distance épicentrale le rapport d'amplitude PKIKP et PCP, avec en rouge les données les meilleures données, les 5 meilleures données de notre étude, une des données de Schirer et Masters qu'on avait considérée la meilleure, et puis une autre donnée qui nous avait été donnée par un collègue, Schweitzer, qui était aussi de très bonne qualité. En noir, ce sont les
les données de qualité un petit peu inférieure, B, et en gris, celles où on n'a pas observé PK, petit ikp, et les très vieilles données sont des symboles ouverts. Et donc là, on montre les prédictions, donc en faisant varier soit le saut de densité, soit le saut en vitesse des ondes S, et vous voyez encore une fois que le saut en vitesse est assez bien contraint par ces données. Par exemple, un saut de vitesse de 3,5 donnerait la courbe mauve ici, c'est trop. Par contre, un saut de vitesse de 2,5 explique bien les données. Et par contre, aux courtes vitesses, c'est elles qui contraignent le mieux le saut de densité. Et vous voyez qu'il n'y a pas énormément de données. Il y a encore pas mal d'incertitudes, mais on le trouve quand même supérieur à 0, en général, les données sont mieux fitées par des sauts supérieurs à 0,6. Donc ça, c'est une autre étude de Koper et Dombrowskaja, je ne vais peut-être pas m'attarder dessus. Eux, ils ont utilisé des rapports d'amplitude PK-IKP avec l'onde P dans le manteau, pas l'onde PCP. Et ils ont regardé à des plus grandes distances. Ils ne peuvent plus utiliser la PCP à ces distances-là. Et encore une fois, ils ont obtenu des limites possibles de saut de densité. Bon, ça, c'est une étude de sensibilité donc du saut de densité en fonction de la vitesse des ondes S, qui nous a amené, en favorisant le modèle PREM2 avec son gradient de vitesse un peu plus faible autour de l'ICB, à une valeur préférée de 0,85, plus ou moins 0,2 g par centimètre cube pour la densité, et 2,5, plus ou moins 0,2 km par seconde pour les vitesses. Alors, cette étude qui est apparue après la nôtre produit des sauts de densité un peu plus faibles. Par contre, les vitesses est très compatible. Là, ils ont toujours fixé le saut en vitesse alpha à prime, et leur valeur changerait sans doute un peu s'ils changeaient le modèle ici. Donc, en fait, même s'ils ont obtenu une valeur plus faible, moi, j'ai tendance à quand même penser que cette valeur est vraiment un minimum, et que de nos jours, donc, on peut considérer que cette valeur de 0,8 qui est compatible avec les travaux récents sur les modes propres est vraiment une valeur très fiable à l'heure actuelle. Donc en conclusion, le saut de vitesse des ondes S sur la graine est inférieur aux 3,5 km par seconde qui est celui dans le modèle PREM, et plutôt de l'ordre de 2,5 que 3,5. Donc ça implique qu'à l'intérieur de la graine, les vitesses ne sont pas constantes comme elles le sont dans ce modèle ou dans la plupart des modèles moyens, mais qu'on aurait une augmentation de la vitesse des ondes S avec la profondeur. Alors c'est quelque chose à retenir quand on parlera de la structure, en particulier anisotrope de la graine. Et le saut de densité est sans doute un peu plus fort que PREM, donc plutôt de l'ordre de 0,8 g par centimètre cube. Bon, il me reste un petit peu de temps pour parler de la solidité de la graine, qui est un sujet très, très intéressant, mais je vais être obligée d'accélérer un tout petit peu. Donc, je vous fais des rappels. Hein. La graine a été découverte par Lehmann en 1936. J'en ai parlé au premier cours. Au début, on ne savait pas il n'y avait pas de preuve qu'elle soit solide. La suggestion de Birch en 1940 suggérait qu'elle était solide et qu'elle correspondait à la solidification du fer, du noyau. Et c'est en 1950 que Boolean a proposé qu'il fallait chercher cette fameuse phase PKJKP, qui est la phase qui est une onde P dans le manteau, une onde P dans le noyau externe, une onde S, elle se convertit en onde S au passage dans la graine, et après elle se reconvertit en onde P dans le passage dans le noyau liquide qui ne supporte pas des ondes S puisque c'est un liquide, et voilà, et observé comme onde P, mais il y a aussi des phases associées, ça pourrait être PKJKS par exemple, si la phase P se convertissait en S à la limite noyau-manteau, ou on pourrait aussi avoir SKJKP ou SKJKS. L'essentiel, c'est que tout doit être sous forme P dans le noyau externe puisqu'il est liquide.
Et je vous avais dit que la solidité avait été confirmée par les observations de Mock propre en 1971. Et donc cette fameuse phase PKJKP, comment peut-on l'observer? C'est une phase qui a un trajet à la même... si on prend par exemple ici, c'est une étude que je vais vous montrer à laquelle j'ai participé. C'est un de nos dessins. C'est dans un réseau en Allemagne, à Grafenberg. On a une source ici à une distance d'à peu près 135 degrés. On a une onde PKPDF qui pénètre un peu sous l'ICB. Et l'onde correspondante PKJKP, si elle existe, elle pénétrerait beaucoup plus profondément dans la graine. Donc en particulier, s'il y a une variation de vitesse avec des vitesses qui augmentent avec la profondeur, on s'attendrait à des vitesses peut-être plus grandes de la PKJKP que celles des modèles moyens. Le problème, c'est que le coefficient de transmission, donc à l'ICB, c'est-à-dire le coefficient de conversion plus spécifiquement de l'onde P en onde S et de nouveau une deuxième fois pour ressortir du noyau, de la graine, est très faible. Ça, c'est le noyau de conversion de PKJKP en fonction de la distance et pour en comparer au noyau de transmission de l'onde qui reste sous forme P, qui lui est très fort. Vous voyez qu'entre 130 et 170 degrés de distance épicentrale, c'est presque toute l'énergie est transmise. Et donc il y a eu que quelques observations. La première a été faite par Julian en 1972. Il a donc regardé un réseau, ce fameux réseau de Lhasa dans le Montana aux États-Unis. Il a regardé à assez courte période. Alors à assez courte période, ça c'est une figure que je montrerai plus tard. Il a donc regardé, il a fait ce qu'on appelle un vespagramme. Donc en fonction du temps, il a sommé ces traces en fonction du paramètre du ray autour de la valeur prédite par les modèles pour PKJKP, et il a vu une arrivée d'énergie, donc tous ces contours montrent là où l'énergie est maximale, qui pourrait correspondre à la PKJKP, et peut-être, et donc là il a identifié une autre phase du noyau, la PKKP, ou sa phase de profondeur, mais vous voyez que ce diagramme est extrêmement... il y a beaucoup d'autres maxima ici, et donc ça a été accueilli avec beaucoup de scepticisme, que ça pourrait aussi bien être du bruit ou n'importe quelle autre phase. Mais bon, ils ont quand même fait une estimation, ils obtiennent une vitesse des ondes S dans la graine de 2,95 km par seconde. La seconde étude a été faite par Ocal et Kansi plus récemment, et ils ont utilisé, le réseau du CEA en France, qui est indiqué ici. Ça, c'est le centre du réseau, c'était les stations à l'époque, et un séisme de magnitude 7,9, qui est un séisme, je ne sais plus où, mais on va en reparler. Et donc, eux, ils ont utilisé une technique un peu plus sophistiquée pour déceler les arrivées d'énergie. Et donc là, vous avez la trace sommée sur le réseau, les intervalles où on pense voir PKJKP. Ici, c'est cette onde PKKP qui est une autre onde du noyau qui arrive qui devrait arriver un peu après PKJKP, à laquelle il faut faire attention parce qu'on pourrait les misidentifier. Et donc ici, c'est le temps en fonction de la fréquence. Et la partie ici, c'est ce diagramme d'énergie qui est donc amplifié entre 0 et 0,5 Hz, je crois, qui... Je n'arrive pas à lire les chiffres, mais disons sur cette bande de fréquence-là, qui 0,1 et 0,5 Hz plutôt, où ils voient une grande arrivée d'énergie et ils disent voilà, on a observé la PKJKP. Encore une fois, c'est possible, mais vous voyez qu'il y a énormément d'autres choses sur ce diagramme et on peut se dire est-ce que c'est vraiment PKJKP ou autre chose? On ne sait pas. Alors, on note que en plus
en plus du coefficient de transmission très faible, il y a aussi le fait que ce coefficient varie avec la fréquence. Les observations d'Occal-Hécancy étaient à l'observation de Julian était à haute fréquence, où le rapport d'amplitude de PKJKP et PKIKP est très faible. Les observations d'Occal-Hécancy sont dans une bande de fréquence de 0,1 à 0,5 c'est mal placé ici, c'est de 0,1 à 0,5 Hz, non, c'est bien. Et c'est encore dans un domaine de fréquence qui n'est peut-être pas optimal pour l'observation de ces phases. Alors, les études suivantes ont été faites à plus longue période. Je vais vous présenter celle de Doss en 2000, qui est faite plutôt autour de 100 secondes, donc en se mettant déjà dans des conditions meilleures. Donc, elle a regardé des données globales. Hein. Les données précédentes, c'était des données de réseau pour faire une sommation de traces et donc amplifier le signal, mais sur des trajets très proches les uns des autres. Elle au contraire, elle a pris un réseau global. Et donc ici, c'est un exemple de ces données, le temps de parcours en fonction de la distance. Et bon, on voit apparaître certaines phases, hein, on arrive à suivre certaines phases très bien, mais vous voyez qu'autour de PKJKP, qui devrait arriver comme ceci, avec une pente négative de la courbe distance en fonction du temps d'arrivée, on ne voit pas grand-chose comme ça à l'œil nu. Par contre, donc, ils ont fait une sommation de traces, mais cette fois-ci sur le réseau sismique global, en tenant compte de la lenteur présumée de la PKJKP. Et ceci, c'est le même événement que celui qui avait été utilisé par Occal-Hécancy, donc dans la mer de Flores, dans le sud-ouest Pacifique. Et voici, donc ça c'est une sommation phase-weighted stat, donc pondérée par la phase en fonction du temps. Et ici, ils ont marqué l'endroit dans ce diagramme où on pourrait identifier éventuellement une onde PKJKP et ces deux autres ondes associées. Et ça, c'est pour le séisme de Flores, et ça, ils ont une autre observation pour un autre séisme. Bon, peut-être est-ce le cas, peut-être pas. En tout cas, juste ce diagramme-là ne suffit pas pour confirmer qu'ils ont vraiment observé cette phase. Alors, ce qu'ils ont fait de très astucieux, c'est qu'ils ont comparé donc, ces observations, qui sont redonnées ici tout en haut, c'est les mêmes deux diagrammes, avec des calculs théoriques, où ils ont considéré deux modèles. Donc c'est pour les deux événements. On va regarder juste, on va se focaliser sur la colonne de gauche ici. Donc ici, ils ont calculé les sismogrammes par sommation de modes propres. On peut obtenir un sismogramme à distance, disons distance globale qu'on appelle distance télésismique par sommation de modes propres dans une Terre à symétrie sphérique de manière très classique. Donc ils ont calculé dans le modèle PREM, je pense. C'est le modèle PREM. Donc ils obtiennent un diagramme comme ça, qui effectivement, on voit apparaître de l'énergie au moment où on voit apparaître cette énergie-là dans les données. Mais ce qu'ils ont fait pour être sûr que c'est bien l'onde PKJKP, ils ont fait le même calcul, mais dans un modèle sans graines, c'est-à-dire un modèle où tout le noyau est liquide. Donc, si tout le noyau est liquide, vous n'aurez pas d'onde S provenant de la graine. Donc, ils obtiennent ce diagramme-là. Et donc, ensuite, ils ont fait la différence entre les deux. Et dans la différence, ils devraient s'affranchir de toutes les ondes du manteau et de toutes les ondes du noyau qui sont de type P. Il ne devrait rester que l'énergie qui correspond à de l'énergie S dans le noyau. Et effectivement, quand ils font ça, ils trouvent de l'énergie au bon endroit pour PKJKP et au bon endroit pour ces deux autres ondes qui arrivent à peu près en même temps. Donc ça, c'est l'onde qui s'est réfléchie d'abord à la surface, de la source vers la surface et ensuite plonge vers le noyau. Et ça, c'est l'autre onde qui commence par dans le manteau comme onde S, ensuite se convertit en P
et continue, se convertit en S, se convertit en P, se reconvertit, et continue en P pour revenir à la surface. Ils ont fait ça donc à partir des modes. Ils ont fait le même calcul, mais en utilisant une autre mode de calcul de sismogramme, en utilisant la théorie des raies, où là, ils peuvent inclure les phases qu'ils veulent. Donc, ils ont calculé ils ont mis uniquement les phases J, les PKJ-KP, et leurs phases associées. Ils obtiennent à peu près quelque chose de très compatible. Donc, sur cette base, ils ont dit, nous confirmons que nous avons bien détecté la phase PKJ-KP dans ces données. Et bon, ici, c'est peut-être un peu moins convaincant parce que l'énergie ici est très faible, mais elle est très faible aussi par sommation de mode, donc ça peut être très cohérent. Voilà, et alors là-dessus, le problème, c'est qu'il y a quand même des désavantages avec les stacks globaux. Il y a des interférences avec de nombreuses faces du manteau, donc il faut... Et donc cette idée de comparer ce qu'on obtient avec une graine solide et une graine liquide pour identifier les phases de cisaillement dans la graine. Mais quand on fait ça, il y a le désavantage, c'est que si vous n'avez pas de cisaillement dans la graine, vous allez amplifier de façon artificielle les phases de compression dans la graine liquide. Donc vous allez avoir des perturbations artificielles qui vont vous introduire aussi du bruit. Et puis en plus, il pourrait y avoir de l'anisotropie. Je voudrais finir ça et j'arrête je n'ai plus qu'une seule image à montrer, je m'arrêterai là. Donc il y a aussi la question de l'anisotropie de la graine. On va consacrer le cours suivant, pratiquement tout le cours, à l'étude de l'anisotropie de la graine. Et elle pourrait être de 5% ou plus d'après les calculs de physique des matériaux, mais on ne la connaît pas vraiment. Mais s'il y a 5% ou plus d'anisotropie dans la graine, on s'attend que quand on fait une étude globale et qu'on a des trajets dans toutes les directions, on va aussi être affecté par l'anisotropie et donc dégrader la sommation qui nous permettrait de voir l'onde PKJ-KP. Alors je voulais vous montrer ça parce que il va falloir commencer à penser en termes d'anisotropie. Donc l'anisotropie sismique, c'est la propriété que les ondes se propagent dans la roche, dans certains types de roches, de manière plus rapidement quand elles se propagent dans une certaine direction par rapport à une autre direction. Et donc, par exemple, dans le manteau supérieur, qui est fait en grande partie du minéral l'olivine. L'olivine a des cristaux qui donc sont de nature anisotrope eux-mêmes. Et donc, quand par exemple les écoulements dans le manteau vont aligner les cristaux d'olivine, on va induire de l'anisotropie qui se voit, de l'anisotropie qui est déjà au niveau microscopique et qui se voit au niveau macroscopique par les différences de temps de propagation suivant les directions de propagation. Mais c'est aussi le cas pour le fer dans sa forme hexagonale HCP, Hexagonal Closed Pack, qui, suivant, ça, ce sont des calculs qui ont été faits, donc calculs numériques, à partir des ab initio, quoi. Donc on part des principes fondamentaux de la physique des atomes et on calcule les propriétés élastiques du fer aux conditions de pression de la graine. Dans ce calcul-là, il n'y avait pas les bonnes conditions de température, parce que ça, la température est plus difficile à introduire, mais qui montrait, alors, suivant la direction de propagation, donc dans le cristal de fer, on peut avoir des variations jusqu'à 8% de la vitesse des ondes S. Non, oui, ça dit 8%. Dans cette direction-là, vous voyez la différence entre la direction 1,01 du cristal et la direction 0,01 du cristal, peu importe. Et puis aussi une anisotropie de VP. Donc l'anisotropie VP, on pense l'observer dans la graine, je vous en parlerai la prochaine fois, mais l'anisotropie VS, elle, donc, on ne la connaît pas. On aimerait bien pouvoir la déterminer, mais elle joue aussi dans la façon dont on peut, disons,
définir une expérience ou des observations sismiques pour essayer d'observer l'onde PKJ-Kp. Et donc je vais m'arrêter là, puisqu'il est 16 heures. Et s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre.